Film Fabrice Mottez, ici présent, et c'est l'auteur du livre, vous présentera la partie théorique que je ne suis pas apte à vous présenter. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Peut-être après. Voilà. À moi, ça va être très pratique. Je vais vous présenter un voyage que nous avons réalisé en 2015 lors d'une belle activité solaire. Il y avait aussi une éclipse de soleil à 99,8 ou 9% visible en Islande. Donc on y était et on a eu ceci donc. Ceci, c'est l'indice d'activité aurorale, on va dire, le KP. Et on a été bien occupés. On a eu des nuits bien remplies. Hein, il faut savoir qu'à partir de 3, on commence à voir des aurores. Et nous, on est monté jusqu'à 8, 6 en pointe. Donc voilà, c'était le 17 mars 2015. Alors, je vais tout de suite lancer le film et puis au fur et à mesure, je vais le commenter. Comme ça, on ne va pas monopoliser trop votre temps. Oui, il faut éteindre la lumière, hein, parce qu'il y a des images, elles vont être un peu... Je te demanderai peut-être même de fermer, mais peut-être pas tout de suite. Voilà, donc, je vais descendre le son. C'est où on descend le son? Descend le son. On va descendre le son parce qu'il n'y a pas trop besoin. Voilà. Un petit fond éventuellement, mais bon. Un petit fond. Ouais, en plus, ouais, il saute, ouais. Bien. Donc, dans la nuit du 17 au 18, nous avons eu un superbe spectacle. On était parti en Islande pour faire l'aurore, bien qu'on n'était pas sur la ligne de centralité, mais peu importe, on aime bien l'Islande, on connaît bien. Ah, l'éclipse, oui, pardon. L'éclipse, elle était sur les îles Faroé, elle était à 100%, voilà. Donc on n'avait pas eu la possibilité d'aller la voir. On s'est arrêté en Islande. Les jours d'avant, c'était la tempête. Impossibilité de faire voler des avions, impossibilité de sortir des hôtels. L'Islande, c'est aussi ça. Hein. C'est pas que les belles images que vous verrez. C'est aussi parfois une météo très très difficile. Donc le soir, on est rentré de promenade et vous voyez, il fait encore jour et on a pu voir ça. C'est-à-dire que l'aurore bien visible malgré une lumière encore le ciel bien éclairé. Et ce que vous voyez là, bon, ça pixelise un petit peu, mais c'est Barco. C'est réalisé avec des appareils photo, certes un A7S très sensible, mais des appareils photo hybrides hein, dans le commerce, posés sur un trépied avec des objectifs standards. Celui-là, c'est un 12 mm ouvert à 2 et c'est une vidéo. Au début, ce que vous avez vu, c'était un time-lapse parce que l'éclipse n'était pas suffisamment puissante. L'aurore. Merci, madame. Ah, mais je vais le faire plein de fois. Hein. Je vais le faire plein de fois. Et là, ce que vous voyez, donc, c'est une vidéo en direct. C'est du 24 images par seconde. C'est fait avec la 7S. On peut monter très fort en gain, en ISO. Et l'avantage de ces appareils, c'est qu'on peut faire ce type d'image sans faire de time-lapse. D'accord ? Alors, les aurores, comme vous allez le voir, ça, c'est une image fixe faite avec un deuxième boîtier. Toujours avoir deux boîtiers. Les aurores, vous allez voir, c'est très dynamique. Et ce que l'on voit généralement, ce sont des time-lapse de pause de 2 secondes ou des 3 secondes et puis les mettre bout à bout. Mais c'est tellement dynamique que si on veut avoir le détail des raies, hein, des particules qui rentrent, eh ben, il faut poser
faut avoir des temps de pause très courts. Donc monter en ISO. Donc maintenant, les nouveaux appareils photo le font. Il n'y a pas de souci. Mais il faut pas hésiter. Donc n'essayez pas de faire ça avec votre smartphone, ni avec la GoPro. Ça ne marche pas. Les hybrides sont bien adaptés, les compacts sont bien adaptés, les derniers compacts, mais surtout les hybrides et les réflexes. Voilà, donc ce soir-là, c'était un feu d'artifice, hein, des trucs comme ça. Généralement, comme le dira tout à l'heure Fabrice, hein, les aurores s'observent au nord, mais celle-là, on l'observait au sud. Parce que le cercle auroral avait pris tellement de puissance et d'ampleur qu'elle était passée de l'autre côté. Voilà, donc, pour réaliser ces photos, il faut connaître un petit peu le phénomène. Hein. Il ne faut pas partir en disant « je ne connais rien d'une aurore, je vais la photographier, tout va bien se passer ». Il faut connaître un petit peu le phénomène, se renseigner sur les sites et savoir ce qu'on veut voir. Ça, ce genre d'image, c'est du direct, hein, c'est de la vidéo en direct. On voit vraiment la dynamique, on voit réellement la dynamique du phénomène. Alors, je conseille quand même de faire ça au trépied photo, mais vous verrez un peu plus loin que j'ai fait ça même à main levée, parce que ça bouge tellement que voilà. Alors, pour aller photographier ces aurores, généralement c'est soit tout au nord, soit tout au sud. Mais il fait généralement pas très chaud. Il y a des pays qui sont plus adaptés, la Finlande, la Norvège, enfin tous les pays du Nord. Mais nous, on a choisi l'Islande parce que c'est quand même un des pays les moins froids de la zone. Et on a rarement en dessous de -20, même l'hiver, c'est rare. Alors qu'en Finlande, on peut descendre les -30, les -35, et là, ça pose d'autres problèmes. Par exemple, il faut être très mobile pour voir les aurores. Il faut être très mobile, pouvoir surveiller ça sur les sites qui vont donner des alertes, et puis après les croiser avec les sites qui donnent la météo du lieu, parce que c'est bien dommage de rester à un endroit qui est couvert, et quand on a un feu d'artifice comme ça, d'être sous les nuages. Alors je vous rassure, hein, on voit des choses même quand il y a des nuages. Hein. Une aurore comme ça, on la voit à travers les nuages, mais on voit des lueurs. On ne voit pas des filaments, on ne voit pas les raies, on ne voit pas les mouvements. Alors, bien sûr, il faut s'équiper chaudement. Je ne vous cache pas qu'on n'y va pas, la tenue de rigueur à Val-d'Rôme n'est pas de mise là-bas. Hein. Il faut y aller en tenue de ski, des chaussures très épaisses, parce qu'on va être dehors pendant 1, 2, voire toute la nuit. Là, ça va durer toute la nuit. Hein. Et les pieds, ils vont tout de suite prendre, les mains aussi, les oreilles, le bonnet, enfin voilà. Donc, s'équiper, le bonhomme avant tout. Le matériel, on va le voir, il faut aussi l'équiper. Mais c'est le bonhomme d'abord, parce que c'est beau d'avoir tout le matériel qu'on veut, mais si le bonhomme ne tient pas... Alors, combinaison de ski, et puis ne pas hésiter à mettre plusieurs couches, hein, des damars, des polaires, des choses comme ça. On peut rester entre 2 et 3 heures, voire pour ce soir-là, on est resté pratiquement toute la nuit. L'avantage, c'est que notre gîte était au bon endroit, au bon moment, et on a eu un ciel dégagé. On était à 5 mètres de notre bivouac. Donc, grand confort, n'est-ce pas? Mais autrement, les aurores, ça se passe en voiture. On fait généralement 3-4 heures de route pour trouver la bonne trouée et pouvoir observer. Alors, quand on est en Islande, les 3-4 heures de route, ça fait presque une demi-Islande. Hein, ça fait la moitié à peu près. Non, pas tout à fait. Allez, on va dire un quart. On va dire un quart, oui. Ouais. Quand la route est bonne, hein, parce que des fois, 4 heures, ça peut faire 5 km. Donc tout ça c'est un time-lapse réalisé avec un réflexe Nikon en parallèle. Et puis les paysages.
Donc ça, c'était la première nuit. Et ensuite, on s'est promené un petit peu aussi en Islande parce qu'il faut quand même profiter du paysage. Donc on a parlé tête, main, pied, protection, et puis toujours garder le véhicule en ligne de mire, même si on veut se promener un petit peu pour faire un paysage, un panorama ou un panoramique ou avoir un premier plan, gardez toujours la voiture en ligne de mire. Jamais la perdre, parce que la météo peut très vite se dégrader. Et quand il n'y a plus d'aurore, il fait vraiment nuit. Et moi, je connais une dame, elle était un petit peu perdue. Donc, j'ai vu une lampe rouge dans l'obscurité parce qu'elle avait perdu le véhicule de vue et elle était perdue. Il fait vraiment... Voilà. Donc, l'Islande, je ne veux pas faire le guide de voyage de l'Islande, mais c'est un pays volcanique. C'est un pays immense avec 300 000 habitants, donc pas grand monde, dont 200 000 concentrés à Reykjavik, la capitale. Et puis on peut rouler des jours sans voir personne. Faut juste être prévoyant et contrôler la météo. Je ne veux pas dire heure par heure, mais demi-journée par demi-journée, parce qu'il y a des fois où on se fait vraiment surprendre. Voilà, donc le matériel, j'ai parlé du réflexe, j'ai parlé des hybrides, les nouveaux Z6, la famille des Sony A7, les Nikon, les Canon, tout ça, ils font des hybrides. Le gros avantage, c'est qu'on voit en direct, en live view, le résultat final de l'image, parce qu'on peut... Alors voilà ce que ça donne à main levée. Ça, c'est toujours fait avec un A7S. Il n'était pas défiltré à l'époque. C'était l'A7S normal, on va dire, avec très peu de signal dans le rouge, mais on voit quand même des choses. Dans les équipements photo, on va dire des objectifs grand angle, soit des fisheye, soit des 12, des 24. Au-delà de 50 mm, c'est pas flagrant l'intérêt, mais toujours avoir des objectifs qui ouvrent beaucoup. Il faut de la lumière, toujours pour diminuer le temps de pause, pour figer l'activité qui est très très rapide. Vous le voyez, ça c'est un film en temps réel. Ce ne sont pas des time-lapse. D'ailleurs, ça se voit. J'avais la main sur le capot avec l'appareil photo et je tremblais un petit peu. Oui, parce qu'on voit généralement des time-lapse et on voit les draperies, les barrets de draperies. Ça arrive. C'est des aurores, disons, assez calmes, assez lentes. Mais on peut tomber sur des choses comme ça. Et là, il ne faut pas hésiter à faire des... Là, je suis à 24 images par seconde. C'est de la vraie vidéo. Alors, les appareils photo... Une fois que vous êtes bien emmitouflé dans vos combinaisons, les appareils photo, il faut les préparer aussi au choc. Parce que généralement, ils sont dans votre valise, ils sont dans le gîte. Alors, en Islande, les gîtes sont bien chauffés. Ils sont 24, 25 degrés. Ils ne payent pas trop le chauffage. Donc, ils n'hésitent pas. Mais quand vous les sortez, il se passe des choses. Les batteries prennent le froid, les objectifs vont prendre le givre. Donc, il faut prendre quelques précautions. Les batteries, il faut les mettre sur soi ou dans le véhicule, mais sur soi, dans une poche bien contre son corps. Et puis les objectifs, soit on les laisse dehors pour qu'ils prennent la température, soit on met une résistance pour éviter qu'ils prennent l'humidité, le givre qui s'embue assez rapidement. Après, une fois qu'ils sont pris en température, on peut l'enlever. C'est le contraste et c'est l'humidité qui va faire des choses. Les boîtiers, ils tiennent très bien le froid. C'est les batteries qui sont problématiques dans ce type de photo. Donc les batteries, faut pas hésiter à en avoir 3, 4, ou alors carrément, vous savez, les power pack USB, avec la connexion, le petit adaptateur, et là on vient directement se plugger sur l'appareil photo, sans avoir de batterie. Mais toujours avoir minimum 3 batteries sur soi, une dans l'appareil, une dans la poche, et puis une autre dans l'autre poche. Et puis on fait tourner comme ça. Parce que les batteries vont se décharger très vite.
elles vont se réchauffer, elles vont reprendre de la charge, et ça peut durer. Donc voilà, là, vous avez tout ce que vous avez vu, c'était 3 jours après, fait à la main. Et ça, c'est la fin de l'aurore. Elle s'éloigne et elle passe vers le nord et elle s'éloigne tout doucement. On aura plus d'infos techniques avec Fabrice tout à l'heure. Voilà, et ça, c'est un time-lapse de la même soirée avec un autre appareil photo. On voit que le ciel, ça bouge beaucoup, mais là, c'est accéléré. Hein, c'est une image par seconde. Hein, voilà, ça, c'est une petite éclipse partielle. Alors, quand on fait de l'imagerie, que ce soit pour les éclipses, pour les aurores, il faut de la mémoire parce qu'on va faire beaucoup de pauses, soit pour monter un timelapse, soit pour faire des mosaïques, ou soit pour faire de la vidéo. Donc, n'hésitez pas sur la taille de la mémoire. Hein, c'est 60 gigas minimum. Et dans la nuit, elle va en prendre un sacré coup, la 64 gigas. Donc, n'oubliez pas le nombre de photos réalisées dans la nuit, c'est assez monstrueux. Donc ça, c'est une aurore un peu moins active, et ça, c'est un time-lapse. Et le petit point blanc là qu'on voit, c'est Nuit Sacrée, Stéphane Vetter, qu'on a retrouvé tout à fait par hasard. Ah, tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Non. Alors, ce que vous voyez, c'est les aurores pulsantes, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Et c'est un phénomène assez particulier, c'est très ténu. Et là, les ISO de l'appareil photo, ils sont montés allègrement. Hein. Je me demande si je n'étais pas monté à 100 000 ou 150 000. Enfin bon, mais la 7S peut monter. Hein. En vidéo, ça passe assez bien. Voilà, donc forcément, le matériel, eh ben, il faut le préserver du givre et de la glace, donc résistance chauffante, soit un petit pack, un power pack, soit la batterie de la voiture, l'alimentation 12 volts. Une fois que vous avez fini de passer votre nuit dehors, surtout vous laissez vos appareils dans leur sac, mais vous ne les ouvrez pas. Parce que le contraste thermique va faire qu'il va prendre tout de suite l'humidité. Il faut mieux le laisser dans le sac. Le sac, lui, il est à température et puis il est à l'hygrométrie de dehors. Il va remonter tout doucement en température et vos appareils photo ne se mettront pas à ruisseler. Quand vous allez passer de moins 5 à température, ils vont se mettre à ruisseler et là, l'humidité, bonjour. Hein. Bon, c'est quelques photos clichés de l'Islande. Hein. C'est un joli pays, on va dire. Quand vous partez en aurore, donc vous avez l'alerte sur le site qui va vous dire attention, il y a un capé de 4, on commence à bouger, 5, il faut bouger, 6, il faut être dehors, et 7, on est dehors. C'est pas compliqué. Hein. Il faut être très réactif. Regardez la carte météo pour aller chercher le point où ça va se découvrir. Et puis, on peut faire des kilomètres, Le gros avantage, c'est qu'en Islande, les routes sont à peu près correctes. Il y a de la place pour se garer. Dans d'autres pays, c'est un peu plus sport. Quand vous cherchez un endroit pour regarder les aurores, ne vous éloignez pas trop de la route centrale. Parce que si vous arrivez de nuit, il peut y avoir des congères, il peut y avoir des trucs comme ça. Et puis vous pouvez ne plus repartir. Donc il faut faire un petit peu attention. Donc c'est pour ça qu'on conseille quand même d'être prudent, quitte à être au bord de la route. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas bouleversé par le nombre de voitures qui passent. Hein, s'il en passe 2 dans la nuit, ça sera bien. Et puis après, si vous vous éloignez de la route, prenez quand même des chemins un peu carrossés et puis faites attention où vous allez. Alors pour les gens qui veulent se faire des aurores en Laponie par exemple, la température peut descendre en dessous de moins 30, moins 35. Et là, ça pose un problème pour les diesels. Il ne faut pas l'oublier. Hein, parce que même le diesel hiver, là-bas, il a du mal à moins 30, moins 32. Il suffit qu'il
il y a un petit peu de mise en vitesse, eh ben, le diesel il va geler. Voilà, moi j'ai fini ma présentation. Si vous avez des idées, c'est très rapide, hein, vous avez vu, hein, c'est succinct, c'est très pragmatique, on va dire. Les temps de pause, donc je vous le disais, hein, il faut, suivant le type d'aurore que vous allez voir, il faut essayer de réduire au maximum le temps de pause pour avoir du détail. Si vous voulez avoir, c'est comme les photos sur le soleil, voilà. Si vous voulez avoir du détail, il ne faut pas poser 3 minutes, ça ne sert à rien. Tous les détails vont être brouillés. Et bien là, c'est pareil, c'est vraiment du temps de pause rapide qu'il faut faire. Vous faites du time-lapse, certes, mais le temps de pause, c'est 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes maximum, mais surtout pas des 10 secondes, 20 secondes, parce que là, vous allez avoir une draperie toute homogène. Vous allez avoir une forme, certes, mais ça sera une draperie homogène. Donc moi, ce que je conseille, c'est quand on arrive à 3 secondes déjà, c'est qu'on t'a pas mis assez d'ISO. Il faut mieux mettre des ISO, quitte à faire du post-traitement après, les passer dans des logiciels qui vont casser le bruit, hein, qui vont améliorer tout ça. Puis des objectifs forcément bien ouverts. Il ne faut pas faire ça avec des objectifs 5, 6, et j'en passe et des meilleurs. Donc 2,8, c'est la bonne moyenne, mais on peut trouver des objectifs assez peu chers qui sont ouverts à 1,4. Et là, ça change la vie quand même, hein, ça change la donne. Les ISO, bon, 1600 ISO en moyenne pour un réflexe normal. Sur un A7S, j'ai le double, sans poser de problème. Maintenant, quand il y a des choses très dynamiques, il ne faut pas hésiter. Il faut passer à 3002 ou même au-delà. Hein, c'est pas... Et voilà. Ah, juste un petit détail, la mise au point. Parce que ça peut être problématique si vous êtes en autofocus. Il ne va pas y arriver. Hein. C'est pour ça que j'ai biaisé un petit peu le système, c'est que quand je vais faire ce type de phénomène, je n'ai pas d'objectif autofocus. Ils sont manuels. On les règle, on fait la mise au point sur un détail lointain sur une étoile, ça marche très bien. Sur un lampadaire qui est à 5 km, ça marche aussi. Mais sur une étoile, ça marche très bien. Et après, on scotche. Comme ça, parce que au fil de la soirée, votre appareil photo, il va faire nord, sud, est, ouest, et au bout d'un moment, la main elle va tourner, et la mise au point, d'ailleurs, dans certains timelapse, voilà, la mise au point était pas formidable. Après, les timelapse, je ne vais pas revenir sur comment on fait un timelapse, ce n'est pas le sujet, mais vous voyez, il faut additionner, il faut faire un maximum d'images. Donc ça m'est arrivé de faire jusqu'à 3000 ou 4000 images pour faire un timelapse. Voilà, voilà. Et puis, panoramique, vous avez vu. Les vidéos, c'était que ça. Hein. Et puis, un truc aussi qu'on oublie, il faut observer. Voilà, il faut observer. C'est-à-dire, vous mettez l'appareil photo, plop, vous le démarrez, vous appuyez sur le bouton. Il fait des photos ou il fait un film, mais vous observez. Parce que quand il y a des grosses aurores, ça prend les tripes un peu quand même. C'est un peu comme une éclipse, hein, ça remue les tripes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Enfin, j'en ai bien d'autres, mais est-ce que vous avez des questions sur la partie pratique? On va laisser Fabrice. Oui. Avec l'augmentation du soleil, de son activité, est-ce qu'on peut espérer en voir en dehors de l'Islande? Oui. 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 À quelles conditions? Quelles conditions? Quand il y a un capé de 8. Quand il y a un capé de 8, par exemple, on commence à en voir dans le nord de la France. À Rouen, il y en a eu il n'y a pas longtemps. Au printemps, je crois. Hein. Ouais, en photo, mais dans un bon ciel, on peut les voir aussi en visuel. Ouais, ouais. J'ai fait un voyage en 2019 en Norvège, à Tromsø. Mm-hmm. J'ai vu donc une semaine. Là. Ce que j'étais surpris, c'est surtout le soleil très bas de l'horizon. Ouais. Et à 4 heures de l'après-midi, Ouais, ouais, ouais. c'est incroyable. Ah ouais, ouais. Par exemple, le coucher de soleil en Islande, c'est pas la peine d'y aller au mois de mai. Hein. À minuit, on se demande, mais c'est quand qu'il va tomber? Non, voilà. Hein. Par contre, en hiver, poum, poum. Hein. Je vais vous en parler. Alors, bon, je vais vous parler des aurores d'un point de vue moins pratique, mais j'espère intéressant tout de même. Et
Donc je commence par vous montrer quelques petites photos, puisqu'on est entre astronomes. Donc ça, c'est des photos UV de Saturne qui ont dû être prises avec peut-être le Hubble Space Telescope. Vous voyez, c'est des photos qui n'ont pas été trop traitées. La NASA, quand elle balance des communiqués de presse, elle prend ça, puis elle le met sur des belles images en optique. Là, vous avez l'image UV authentique, et vous avez des aurores sur Saturne. Alors sur Saturne, elles sont allumées quasiment en permanence. Alors sur Jupiter, c'est la reine des planètes pour les aurores. C'est là qu'il y a des aurores tout le temps, les plus brillantes, avec un espèce de grand cercle auroral comme ça. Ici, des trucs compliqués, en fait, qui sont un petit peu comme ce qui se passe sur Terre. Et à l'extérieur, vous avez des aurores qui sont par des mécanismes propres à Jupiter, et en particulier, vous avez ici 3 aurores ponctuelles. Et je vous montrerai, enfin, elles sont liées en fait à Io, Europa et Ganymède. Elles sont connectées par des lignes de champ magnétique au satellite. Donc voilà Ganymède. Alors comme j'ai présenté, j'ai mis une ligne de Jupiter, je ne vous fais pas l'affront de douter que vous ne le savez pas, mais c'est parce que c'est un exposé qui ne sert pas que dans des trucs d'astro. Donc sur Ganymède, il y a un satellite de Jupiter doté d'un champ magnétique. Et c'est des photos qui ont été prises avec le HST, je crois. Et donc vous voyez, il y a des gros pixels, mais on a pu montrer qu'il y a des aurores sur Ganymède. Voilà, puis enfin la Terre. Donc ça, c'est une photo vue depuis la Station spatiale internationale. Vue depuis le sol, bon, vous venez de voir beaucoup mieux. Les gens qui ont observé les aurores, la première chose qu'ils ont essayé de savoir, c'est où est-ce que ça se situe. Quand vous voyez une aurore, vous vous promenez sur Terre, c'est vraiment difficile de savoir si c'est un phénomène, on va dire, nuageux ou à plus haute altitude. Et il y a eu, au cours du 19e siècle, plein d'estimations des altitudes des aurores. Et c'est le physicien Dalton qui a donné le premier les bonnes réponses. En fait, pour faire ça, ils ont pris des photos d'aurore, donc il fallait qu'il y ait de la photographie, ou des observations simultanées d'aurore, mais il fallait une communication, il fallait le téléphone, il fallait de la technologie. Et par triangulation, ils ont montré que les aurores se situent à une altitude voisine de 100 km et au-dessus. En fait, les aurores descendent jusqu'à 80 km, 60 parfois. Qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère à ces altitudes-là? Alors, si on regarde l'atmosphère neutre, vous avez ici l'altitude et ici la température. Donc, si on part du sol, vous avez la troposphère, c'est la région où il y a la météo, qui est chauffée par le sol, par le rayonnement infrarouge absorbé et réémis. Et là, la température diminue quand on monte. Ensuite, vous avez la stratosphère. La stratosphère, c'est une couche atmosphérique au-delà de 10 km où des UV venant du Soleil sont absorbés. Et donc, comme il y a plus d'UV en haut qu'en bas, parce qu'on les absorbe, donc il y en a plus en haut qu'en bas, et que cette absorption chauffe l'air, eh bien, la stratosphère est plus chaude en haut qu'en bas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les UV absorbés par la stratosphère, il n'y en a plus. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de chauffage. Et au-delà, il n'y a plus d'absorption de UV aussi efficace, et on a une baisse de la température. Et ici, il y a d'autres phénomènes qui se produisent, qui font que la température augmente, et augmente à des milliers de degrés. Alors ça ne veut pas dire qu'on se brûle, parce que qu'est-ce que c'est qu'un gaz de température élevée? Ce n'est pas la même chose vraiment qu'un gaz chaud. Vous voyez ce que c'est la température sur le plan microphysique? C'est un truc tout con. Tout bête, pardon. Surtout qu'on est filmé. Donc, vous avez votre gaz, c'est des petites molécules qui s'agitent dans tous les sens. Un gaz qui a une température élevée, c'est juste que la vitesse d'agitation désordonnée, elle est plus élevée. C'est rien d'autre que ça, la température. Ce qui fait la chaleur d'un gaz, la chaleur qu'un gaz peut nous donner, c'est un produit de sa température et de sa densité. S'il y a beaucoup de gaz à 1000 degrés, on se brûle. Là-haut, on est à des densités infimes,
Et on peut se promener, ensuite ça monte aux millions de degrés, on peut se promener dans des milieux de température très élevés sans rien craindre. Hein, c'est là que se promène la Station spatiale internationale. En fait, elle va absorber cette énergie des particules, mais il y en a très peu. Elle va la réémettre sous forme de la station ou un astronaute, la réémettre sous forme de rayonnement infrarouge, et puis c'est bon. Voilà, donc ça c'est la thermosphère, donc avec ces températures très élevées, donc ça veut dire des petites particules qui vont très vite. Comme elles s'agitent à grande vitesse, quand elles se bousculent, elles font quand même des dégâts. Et entre autres, deux atomes comme ça qui vont se cogner assez vite, ben, ils vont se casser, ça veut dire qu'ils vont arracher des électrons. Donc vous aurez à ces altitudes-là des atomes qui sont ionisés, et vous aurez des électrons qui se promèneront librement dans ces endroits-là. Donc comme il y a des ions, on a appelé ça l'ionosphère. Il y a des électrons, on aurait pu aussi appeler ça électrosphère, hein, mais voilà, on a appelé ça ionosphère, avec plusieurs régions DEF, alors qui sont liées en fait à des successions. Alors c'était des comment ça s'appelle, des nomenclatures de gens qui étudiaient l'ionosphère au début sans y aller par la réflexion des ondes radio. Et s'étaient rendu compte que il y a des électrons à assez basse altitude le jour. Et la nuit, il n'y en a pas. Parce qu'il y a les UV du soleil qui excitent tout ça, qui apportent de l'énergie. Et les UV eux-mêmes, directement, ionisent des atomes. Et puis, la nuit, ben, il n'y a plus les UV, donc ces régions sont plus ionisées. Et puis, à plus haute altitude, il y a des régions qui sont ionisées jour et nuit. Parce que, ben, en fait, l'effet des ultraviolets est beaucoup plus fort. Ah, tiens. J'aurais dû appuyer sur l'écran. Voilà, et donc, à plus haute altitude, l'ionisation est tellement efficace que les atomes qui ont été ionisés, ils n'ont pas le temps de se recombiner entre eux pendant la nuit, et donc il y a des ions tout le temps. Voilà, et bien c'est dans cette région-là que se produisent les aurores. Donc là-dedans, ce qui peut provoquer de l'ionisation, c'est des particules qui arrivent vite, de quelque part, et puis les UV. Alors comme on s'intéresse aux aurores, eh bien on se dit, les aurores, c'est peut-être des phénomènes lumineux qui sont liés à l'ionisation, puisque Et en fait, si vous bousculez très fort un atome, vous l'ionisez, mais si vous le bousculez un peu moins fort, vous l'excitez, c'est-à-dire vous lui donnez de l'énergie, ses électrons montent à un niveau d'énergie supérieur, et puis ils perdent cette énergie spontanément en émettant de la lumière. Et c'est ça qui fait la lumière des aurores. Donc dans tout ça, on est dans des histoires de gaz et de collision de gaz, soit avec des rayons UV, soit pour les aurores, avec, il n'y a pas de rayons UV puisque c'est la nuit, avec d'autres particules. Alors, dans la haute ionosphère, qui s'appelle donc la thermosphère, cet endroit où la température atteint 1 millier de degrés, qu'est-ce qu'il y a comme composants chimiques? Eh bien, le dioxygène, qui est le composant principal aux basses altitudes, avec l'azote, qui est là, eh bien, il diminue fortement. Et alors, il diminue parce que on est de plus en plus haut, et plus on est haut, moins il y a de densité de gaz, mais aussi parce qu'il est détruit par les UV et forme de l'oxygène. Alors, c'est hyper résumé, la chimie de tout ça, c'est d'une complexité inouïe, surtout dans la stratosphère. Dans la thermosphère, le résultat est quand même simple. Vous avez de l'oxygène atomique qui finit par devenir le gaz dominant à l'altitude des aurores. Ensuite, vous avez l'azote. Alors l'azote, il tient mieux le coup sous forme de molécules, de diazote. Mais il y a aussi de l'azote monoatomique qui apparaît. Donc vous voyez, oxygène et azote atomique, à basse altitude, il n'y en a pas. Attention à l'échelle, hein, ici, à chaque fois, ici, on multiplie la densité par 100. Donc les écarts entre là et là, c'est 10 000 hein, en densité. Donc là, on a des gaz très ténus dominés par le diazote, l'azote, l'oxygène et l'hélium. Voilà.
Bon, maintenant qu'on a établi un petit peu là où ça se passe, qu'est-ce qu'il y a, on peut voir comment on observe les aurores. Alors, sur le plan scientifique, on fait une surveillance du ciel avec des caméras plein ciel. Donc, c'est des fisheye qui observent en permanence. Donc, c'est la même technique que ce qui a été utilisé après, par exemple, pour le réseau Fripon. Sauf que le réseau Fripon, ça date d'il y a 10 ans. Et ces surveillances, le premier réseau de surveillance des aurores, comme ça, qui a été fait par Sonichi Akazofu, ça remonte aux années 60. Et son réseau était complet en 68. Et je vous en reparlerai. Donc voilà ce qu'on voit dans une caméra plein ciel. Ça, c'est une vue à un certain moment. Alors c'est à Tromsø, en Norvège, où il y a un institut d'études. Et ça, c'est la même chose 3 minutes plus tard. Donc vous voyez, ça a pas mal bougé, mais comme vous avez vu avec le film. Alors quand on regarde comme ça visuellement les formes, on peut se faire une petite nomenclature. Alors mon dessin est hyper grossier, mais c'est vraiment pour donner les idées. Ce que vous avez vu principalement dans le film de Fabrice Noël et de Christelle, c'est ça? Christelle. C'est des arcs auroraux. Ça veut dire des aurores très structurées. Alors souvent, il y a du rouge en haut, mais pas toujours. Et quand il y a du rouge, c'est des aurores un peu floues. Et là, c'est des aurores fines avec des raies verticales. Alors j'ai dessiné une espèce de méduse horrible, c'est nul. Mais c'est pour vraiment catégoriser le truc que c'est structuré. Ensuite, vous avez une aurore diffuse. C'est ce qui fait qu'on ne va pas faire de l'astronomie là-bas. C'est des aurores qui sont très peu brillantes, qui sont étalées un peu partout et qui sont présentes au moins la moitié du temps. En fait, on ne les voit pas. On ne se rend pas compte qu'il y a une aurore diffuse quand il y en a. Et puis, il y a une autre catégorie en dessous des aurores diffuses, c'est l'aurore pulsante, dont vous avez vu des images qui pulsaient à peu près avec une période de 1 seconde. Mais souvent, c'est plus lent, ça peut être 10 secondes, ou même plus. Et puis, il y a aussi une autre catégorie d'aurores, c'est les aurores noires. Alors, ça veut dire pas d'aurore. Alors, pas d'aurore, on peut se dire, ah ben en France, il y a des aurores noires. Alors, non. Le truc, c'est que, en fait, vous avez une aurore, et dans l'aurore, il y a un trou, très net. Donc ça, c'est prise avec une caméra à haute cadence, genre photo au millième de seconde, etc. Donc ça, c'était fait par l'institut qui est à Tromsø. Donc c'est hyper bruité. Je ne sais pas si ce qu'on a là, c'est des pixels aberrants ou des étoiles, j'en sais rien. Mais vous avez une aurore et puis des structures par absence d'aurore dans l'aurore. Donc ça s'appelle des aurores noires. Et c'est très intéressant. Donc voilà une petite photo. Bon, j'insiste pas parce que Fabrice vous a montré des trucs beaucoup mieux. Donc l'ionosphère, c'est l'endroit où se produisent les aurores. C'est un mélange de gaz neutre ordinaire et d'ions et d'électrons libres, donc du gaz ionisé. Donc il y a de la dynamique des fluides, comme en météo, comme ici, mais comme il y a aussi des électrons et des ions qui se baladent, il y a des courants électriques. Donc c'est un circuit électrique géant fluide. La lumière interagit avec les atomes, et il y a des bousculades en atomes, donc il y a des phénomènes radiatifs émetteurs de lumière. Alors, bon, une fois qu'on avait identifié les formes d'aurore, leurs altitudes et tout ça, on se doutait que la lumière était émise par des particules qui bousculaient les atomes de l'ionosphère, les atomes ou les ions. Mais jusque dans les années 1950, on ne savait pas d'où venaient ces particules. Il y avait autant de théories qui disaient qu'elles venaient de la Terre que d'autres qui disaient qu'elles venaient de l'espace. Et on n'avait rien, même en étant scientifiquement rigoureux, pour départager les deux théories. Et puis dans les années 50, on a commencé à faire des fusées. Et enfin, on a commencé avec la guerre, mais après on a fait des trucs sympas avec, et pas juste bombarder Londres. Et on a envoyé des fusées dans les aurores. Donc on les a fait monter à peu près à 1000 km d'altitude. Donc ça c'est des choses qu'on continue à faire. Donc ça, c'est l'image d'un tir. Ça, c'est à la base de Poker Flat en Alaska. Donc vous avez le premier moteur qui s'éteint, qui retombe. Le deuxième moteur qui s'allume, qui retombe. Et le truc de mesure qui continue à monter en vol parabolique et qui va redescendre avec un parachute et faire ses mesures. Ça, j'adore.
Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, je l'ai visité il y a une dizaine d'années. Ouais. Et vous voyez, c'est la base de contrôle de tir des fusées. Et en gros, ça a été fait dans les années, début des années 80. Ça marche très bien. Ils ont oublié de faire de l'obsolescence. Et donc, c'est un look rétro que j'adore, avec les écrans à l'ancienne, là, les écrans cathodiques et tout. Voilà, bon, donc avec ça, alors, j'aurais plein d'anecdotes à vous raconter sur les tirs de fusée, mais je vais pas le faire parce que sinon, on va rater l'apéro. Enfin bref, enfin, on a quand même failli avoir une guerre mondiale à cause de ça. Enfin, je vous raconterai ça à l'apéro. En envoyant des fusées, ben, on a mis des appareils qui mesuraient les flux de particules, des spectromètres de masse, qui mesuraient leur énergie et la direction d'où elles provenaient. Et on s'est rendu compte que ces particules, c'était des électrons qui provenaient de l'espace et qu'ils allaient vite, à 30 000 km par seconde. Ce qui donne, en une unité d'énergie qu'on aime bien utiliser en physique des particules, ça donne une énergie d'1 kV. Ça veut dire c'est l'énergie qu'auraient les électrons s'ils étaient accélérés par un champ de l'ordre de 1000 volts. Alors dans la nature, c'est pas foufou, hein. Il y a plein de machines sur Terre qui font ça, mais dans la nature, il faut quand même savoir où est l'accélérateur et comment il fonctionne. Voilà, donc je récapitule un peu. Donc finalement, le schéma qu'on s'est fait, c'est qu'il y a un électron qui vient de quelque part de l'espace, qui rencontre des atomes, qui les bousculent. L'atome, il prend un niveau d'énergie, et puis il va s'en débarrasser de cette énergie, venir à son niveau fondamental en émettant un photon. Et c'est ces photons-là qu'on voit avec les aurores. Alors, en fait, ce schéma, il est un petit peu abusif parce qu'en fait, l'électron, là, il ne s'arrête pas. Un électron qui arrive comme ça va exciter une centaine d'atomes sur son chemin. Et il peut aussi en ioniser, donc contribuer à la densité de l'ionosphère en particules chargées et provoquer une centaine d'émissions de photons. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, moi. Je dis OK. Hein. Voilà. Alors, vous avez vu sur le film de Fabrice et Christelle, les couleurs. Il y a le vert, qui est la couleur prédominante. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que le gaz qui domine la thermosphère, c'est l'oxygène, l'atome d'oxygène, hein, pas le dioxygène. Et eh bien, cette couleur verte, c'est la raie de l'oxygène à 557 nanomètres. Elle est causée donc par des collisions donc d'électrons avec des atomes d'oxygène. Et alors, c'est ce qu'on appelle une raie interdite. C'est-à-dire que quand vous bousculez l'atome d'oxygène et que vous lui donnez à peu près cette énergie-là, il va la garder assez longtemps avant de réémettre un électron. Très souvent, vous bousculez un atome et un millionième de seconde plus tard, il a émis son photon. Là, l'oxygène, quand il est excité dans ces énergies-là, il va garder son énergie typiquement pendant 0,7 secondes. En fait, tous les 0,7 secondes, si vous prenez un ensemble d'atomes excités, il y en a la moitié qui se désexcite au bout de 0,7 secondes. Donc au bout de 0,14 secondes, vous en aurez désexcité les 3/4, etc. Donc c'est ce qu'on appelle des raies interdites. Et pour qu'un atome puisse émettre cette couleur, il faut que pendant une durée de l'ordre de 0,7 secondes ou quelques secondes, il ne soit pas bousculé par un autre atome. Parce que s'il est excité et bousculé par un autre atome, il va rendre son énergie à l'autre atome sans émettre un photon. C'est une des raisons pour lesquelles ces phénomènes se produisent à haute altitude, où l'atmosphère est assez raréfiée pour que des atomes puissent ne pas se bousculer avec d'autres pendant quelques secondes. Ensuite, il y a les aurores rouges, avec des longueurs d'onde. Alors, il y a plusieurs raies, mais qui sont voisines de 630 nanomètres. Là encore, c'est des collisions d'électrons avec des atomes d'oxygène. Mais là, les atomes gardent leur énergie de 1 à 2 minutes. Quand un atome
à 100 km d'altitude est excité là-dedans, à ces énergies-là, au bout d'1 à 2 minutes, forcément, il va se bousculer avec un autre atome. Donc, il ne va pas émettre de lumière rouge, il va se débarrasser autrement de son énergie. C'est pour ça que les raies rouges à 630 nanomètres, qui sont donc très lentes, eh bien, elles sont en haute altitude. Donc, vous avez des aurores vertes et des aurores rouges au-dessus, qui peuvent monter jusqu'à 600 km d'altitude. Voilà. Autre chose, pendant 1 à 2 minutes, vous voyez, vous avez un truc qui bouge. Les électrons, ils sont extrêmement dynamiques, ils ont des structures de faisceaux très dynamiques. Mais si ces aurores rouges se désexcitent, les atomes se désexcitent pendant 1 à 2 minutes, c'est comme si vous faisiez des pauses photographiques de 1 à 2 minutes, et c'est complètement flouté. C'est pour ça que les aurores rouges n'ont pas les belles structures des aurores vertes qui sont en dessous. Et les aurores vertes, elles correspondent à une pause de 0,7 secondes. Voilà. Et alors, dans le film de Fabrice et Christelle, il y avait aussi en bas des aurores vertes du violet. Et des fois, le violet et le vert se mélangeant, ça fait du blanc. Enfin, on perçoit comme ça. Alors là, c'est des collisions avec de l'azote. Alors, il y a plusieurs raies dans le violet avec de l'azote, du diazote, et du diazote ionisé une fois. Et alors là, par contre, c'est de la désexcitation immédiate. Voilà. Donc, ce qui est assez sympa, c'est des fois, alors, quand les aurores ne sont pas hyper violentes, on voit l'aurore violette qui s'allume en premier et le vert qui s'allume après. Ça fait comme schlac-schlac. Enfin, ça fait un truc en 2 temps. Enfin, je dis schlac-schlac, mais en fait, c'est tout en douceur. Et c'est assez joli à voir. Alors, j'ai une panne. Non. Ah, je vais le faire avec la molette. Voilà. Donc voilà des photos. Alors voilà par exemple, vous voyez là, donc ça c'est des voyageurs. Pour mon bouquin sur les aurores, c'est les seules personnes à qui on a acheté des photos, parce qu'ils avaient fait des photos géniales. Donc ça c'est une photo un peu normale, on va dire. Et vous voyez le vert et le rouge au-dessus. Ça, c'est une aurore qui a été vue en 2003. C'était un phénomène auroral très fort. Et David Knudsen, qui est un Canadien qui était en visite dans mon labo, qui voit des aurores toute l'année dans son pays, il vient en vacances en France, il dort mal, il va faire un tour et il voit une aurore comme ça, par hasard. C'est vraiment injuste. C'est comme si un milliardaire jouait au loto et il gagnait, quoi. Enfin, bon. Et alors, ce qu'on voit, là, c'est la Manche. Donc là, il y a l'horizon. Vous voyez des lumières de bateau. Là, c'est la plage est là. Et là, il y a des rochers. Et vous avez une aurore. Ici, vous voyez du blanc. C'est un mélange de un peu tout, mais surtout du vert et du rouge. Et le rouge au-dessus. Et l'aurore devait être au-dessus de l'Angleterre. Et des fois, elle est au-dessus de l'Angleterre. On ne voit que du rouge. Parce que la partie basse qui est en vert, elle est cachée par la rotondité de la Terre. C'est souvent comme ça, en France, on voit des aurores qui sont toutes rouges, parce qu'en fait, elles sont au-dessus de la Manche, de l'Angleterre, enfin, elles sont à une centaine de kilomètres ou deux plus au nord, voire plus d'ailleurs. On va le faire comme ça. Hop. Voilà. Alors ça, c'est une photo que j'aime bien. Ça, c'est des aurores un peu spéciales. Alors, elle est très pixelisée, hein. Désolé. C'est des aurores un peu spéciales, mais avec du violet au-dessus du vert. C'est encore un autre truc. Et attention, ça, c'est une éruption volcanique. C'était en Islande. Alors voilà un autre exemple d'une aurore qui est verte et rouge en bas. Donc ça existe aussi. Et là, c'est une autre raie du rouge. C'est pas la raie à 630. C'est là, j'ai vu qu'une fois. Donc voilà un spectre typique d'aurore avec les raies vertes à 557 nanomètres de l'oxygène, des raies rouges aussi, surtout causées par l'oxygène, et des raies bleues violettes causées par de l'azote. Je simplifie, hein, mais enfin en gros c'est ça l'idée. Voilà. Donc voilà pour la partie lumineuse. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand il y a des belles aurores, quand il y a
le grand spectacle, comme vous a montré Fabrice tout à l'heure, eh bien, si on regarde une boussole, ça déconne un peu. Si vous êtes marin, il vaut mieux pas trop vous fier à la boussole. Elle peut dévier d'une fraction de degré. Il y a eu un événement en mars 89 où, du côté de l'Australie, les boussoles s'étaient déviées de 5 degrés. C'est quand même pas mal. Mais bon, disons plus couramment, c'est des déviations plus faibles, mais qu'on peut mesurer avec des appareils plus sensibles qu'une boussole, qu'on appelle des magnétomètres, et qui enregistrent le champ magnétique sur 3 axes. Alors vous savez, le champ magnétique, c'est un truc qui existe partout, et qu'on peut représenter par une flèche. Il y a une direction, donc on peut le donner 3 coordonnées pour ces directions, et puis plus elle est longue, plus le champ magnétique est fort. Donc il y a une intensité et une direction. Donc là, ils ont pris une direction H, qui doit être la direction verticale. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi H comme horizontale veut dire verticale. Et ça, ce sont des noms de différentes stations où on mesure le champ magnétique. Et vous voyez qu'un certain jour, donc là c'est de 0h à midi, en temps universel, un moment, donc le champ magnétique est tranquille, pépère, et puis il se met à dévier à toutes les stations au nord d'une certaine latitude. Là, plus on monte, plus les latitudes sont septentrionales. Donc, ça, c'est un truc caractéristique. Quand il y a des aurores, il y a des perturbations du champ magnétique. D'ailleurs, l'indice Kp qu'on utilise pour surveiller les aurores, pour savoir si on reste dîner ou si on se dépêche de finir pour sortir observer, c'est déduit de mesures de magnétomètres comme ça. Le Kp, c'est un indice qui est fait par rapport à un réseau de magnétomètres et à l'intensité de leur déviation. Donc les aurores, c'est aussi un phénomène magnétique. Donc le champ magnétique, on est habitué à le voir avec des aimants. Vous avez sans doute tous fait l'expérience de la limaille de fer autour d'un aimant qui fait des espèces de lignes comme ça, et ces lignes suivent à peu près les lignes de champ. Ces lignes, c'est aussi des lignes qui sont alignées avec l'aiguille de la boussole. Et ces lignes de champ, elles sont une représentation très utile des champs magnétiques. En particulier, elles sont très utiles quand on veut comprendre comment un électron qui se balade dans l'ionosphère ou au-dessus va se promener. Parce que si nous, on ne sent pas les champs magnétiques, tous les objets qui ont une charge électrique le sentent. Et vont un peu suivre les lignes de champ magnétique presque comme des chemins, comme des sentiers. Donc ça, c'est la Terre, vous voyez, très, très joli. Et puis là, ce que j'ai dessiné, c'est des lignes bleues qui sont des lignes de champ magnétique de la Terre très simplifiées. C'est une ligne de champ magnétique terrestre s'il n'y avait pas toutes les perturbations dont je vais vous parler maintenant. Et les flèches jaunes, c'est pour faire le lien entre le champ magnétique représenté comme un vecteur, comme une flèche. Donc sa direction, elle est tangente aux lignes de champ, vous voyez. Et puis, plus les lignes de champ sont rapprochées les unes des autres, plus le champ est fort. Là, les lignes sont plus écartées que là, enfin, je ne vois pas trop, mais le champ est plus faible. Alors, les électrons, pour eux, un champ magnétique, c'est, comme je vous disais, c'est un chemin, c'est une route. Et alors évidemment, une route, on n'est pas obligé de la prendre, mais c'est plus facile de la prendre. Et c'est exactement ce qui va arriver aux électrons. C'est-à-dire que naturellement, ils vont suivre les lignes de champ, sauf si on les en empêche. Alors, regardons un électron qui suit une ligne de champ. Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez une ligne comme celle que j'ai dessinée tout à l'heure, en bleu, et en rouge, c'est la trajectoire d'un électron. Donc, en fait, quand il est dans un champ magnétique dirigé comme ça, l'électron, s'il a une certaine vitesse comme ça, il va la garder. Mais s'il a une vitesse perpendiculaire, qui l'emmènerait en absence de champ magnétique très loin, il ne va pas partir très loin, il va s'enrouler, et il va s'enrouler autour de la ligne, enfin autour de la direction du champ magnétique, et il va avancer comme ça. Alors que s'il n'y avait pas de champ magnétique, ben, il partirait comme ça, en ligne droite. Donc, c'est comme ça que les lignes de champ sont des chemins. Il y a un autre truc qui est intéressant. Alors ça,
je pense que vous êtes nombreux à avoir appris ça au lycée. Il y a un truc qu'on ne dit pas au lycée, c'est que quand le champ magnétique augmente, les particules suivent, donc s'il est courbe le champ magnétique, eh ben, les électrons suivent la courbure. Alors il y a des petites dérives qu'on sait très bien calculer, mais enfin en première approximation, ils suivent la ligne de champ. Et quand le champ magnétique devient trop fort, l'électron ralentit et même peut rebrousser chemin. Et ça, c'est assez intéressant. Et ça va être paradoxal, parce que si vous avez des électrons qui causent des aurores, comme le champ magnétique est assez fort près de la Terre et plus faible loin, si vous avez des électrons qui viennent de l'espace, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, s'ils se rapprochent de la Terre, ils vont ralentir. Ça ne va pas être terrible pour bousculer des atomes, ils vont plutôt avoir tendance à partir. Ça, c'est un paradoxe. Enfin, un paradoxe qui est résolu. Hein. Un paradoxe, c'est une question scientifique qu'on n'a pas encore réglée. Mais il faut garder ça en tête. Alors, si vous observez des aurores, ça c'était justement une aurore avec un KP de 3-4 que j'ai pris en photo. Donc là, j'ai posé genre 5-6 secondes. Donc on ne voit pas les structures fines. Mais enfin, on voit qu'il y a des raies, vous avez vu ça dans le film tout à l'heure. Eh bien, ces raies, en fait, c'est des faisceaux d'électrons qui avancent en suivant la direction du champ magnétique. Donc la direction de ça, c'est la direction du champ magnétique. Comme on est dans les régions polaires, le champ magnétique, il tombe assez verticalement sur Terre. À nos latitudes, il est beaucoup plus oblique. Mais là, il tombe verticalement. Ah, petit détail pratique d'ailleurs. Tout à l'heure, Fabrice disait qu'il faut regarder au nord ou au sud pour voir les aurores. Il faut s'orienter par rapport au nord magnétique. Faites très attention à ça quand on est dans ces régions-là. Par exemple, à Tromsø, le nord magnétique, il est à l'ouest. Parce que le pôle magnétique de la Terre ne coïncide pas avec le pôle géographique. Ouais. Comme les électrons ils suivent le champ magnétique et donc ils tombent droit Ouais. dans les très au nord. Est-ce que les aurores qui sont au niveau de la France, on va voir les électrons qui tombent moins vers le sol, mais qui font des traits plus dans le ciel? En fait, les aurores qu'on voit en France, elles sont un peu floues. J'ai jamais vu de photos avec des arcs bien structurés autour de la France, au-dessus de la France. C'est souvent des aurores rouges où on ne voit pas les structures. Mais tu as raison, les électrons doivent tomber beaucoup plus inclinés. Alors, donc la question qui vient, c'est, puisqu'il y a un effet magnétique avec les aurores, qu'est-ce qui provoque ces perturbations? Et la réponse, c'est notre ami le Soleil. Donc vous connaissez ça par cœur, Soleil en lumière blanche, des taches. Et ça, c'est un magnétogramme, donc c'est une observation avec des raies qui sont sensibles à l'orientation, enfin à la force du champ magnétique qui est dirigée vers nous. Et quand on a des trucs gris, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de champ magnétique. Quand il y a des trucs noirs, c'est du champ magnétique qui s'éloigne de nous, là, donc qui va plutôt vers le Soleil, et blanc qui va vers nous. Donc, ça montre que le Soleil a une activité magnétique qui est centrée autour des taches, mais pas seulement. Et en fait, le Soleil, on aime bien regarder avec des coronographes. Alors, là, en ce moment, on peut se régaler en H-alpha et voir des protubérances. Si on met un coronographe, ça c'est un coronographe qui est dans l'espace sur la sonde spatiale SOHO. Alors c'est une photo ancienne, hein, c'est 2000. Mais SOHO fonctionne toujours, je crois. Vous avez ici des éruptions solaires où en général, là, vous avez en dessous un groupe de taches où il y a eu pas mal de grabuges. Et vous avez des éruptions comme ça très fortes, et c'est ce qu'il y a en ce moment. Si vous avez, alors ça, ce truc-là, en général, ça s'appelle une éjection de masse coronale. C'est une structure qui a été assez bien décrite. Voilà, on va dire qu'il y a de la tempête. Mais ce qu'on voit là, ce qui fait la lumière, là, c'est des électrons. La lumière de la couronne, en fait, c'est de la lumière, c'est des électrons qui sont là, et la lumière du Soleil qui diffuse sur les électrons. En physique, on appelle ça la diffusion Thomson. Donc en fait, ce qu'on voit ici,
c'est des électrons. Et donc des électrons qui sont chassés du Soleil. Alors, l'idée qu'il y avait des électrons chassés du Soleil, elle date des années 1930, sauf qu'à l'époque, on croyait que c'était que pendant ce genre de tempête. Et puis en 1957, il y a un physicien américain qui s'appelle Eugene Parker qui a fait des calculs qui montraient que si on cherche des solutions d'équilibre du Soleil par rapport au milieu interplanétaire, il faudrait qu'il y ait un vent permanent d'électrons soufflés par le Soleil. C'était en 57. En 58, les Russes, qui étaient alors les champions de la conquête spatiale, ont envoyé un satellite vers la Lune, et avec un appareil de mesure, comme ce qu'on mettait dans les fusées pour mesurer les particules, et a montré qu'il y avait effectivement un vent venant du Soleil. Donc c'était une preuve, une confirmation expérimentale de la théorie de Parker. Ça, c'est un relevé quotidien du vent solaire que vous pouvez trouver sur Internet avec une sonde ACE, alors depuis ça s'appelle peut-être autrement, de la NOAA. Ça, c'est l'Office américain de météorologie. Et ça, c'est un site intéressant à consulter. Là, vous avez la température du vent solaire. Là, l'échelle, ça ne se voit pas de là où vous êtes, mais c'est 1 million de degrés. Alors, je vous rappelle, c'est l'agitation thermique des particules, c'est la vitesse des particules dans tous les sens. On se balade dans le vent solaire, on ne crame pas. Ça, c'est la vitesse en kilomètres par seconde. Là c'est 400, et puis une accélération à 600, vous voyez, il y a des fluctuations. Et là, c'est quoi? Je n'arrive même pas à lire. Ça, c'est l'orientation du champ magnétique sur une composante, et ça sur l'autre. Et ça, c'est la force du champ magnétique. Voilà. Donc, c'est un vent avec une météo, avec des périodes calmes, des périodes fortes. Le film de Fabrice et Christelle a été fait quand il y avait une tempête de vent solaire, manifestement. Mais même par soleil calme, il y a des aurores. Donc, si vous allez dans les bons endroits, donc au nord du Canada, au nord de la Suède, de la Finlande, au nord de la Norvège, tout ça, vous aurez des aurores. Sauf que parfois, elles seront tellement faibles que vous ne les verrez pas à l'œil nu. Mais il y en aura. Prenez votre appareil, faites une pause longue et vous les verrez. Donc là, c'est une photo prise en 2018 qui était en période de minimum solaire. Le KP était de 4, c'était le maximum de la nuit. Et il y avait des aurores quand même pas mal, quoi. Voilà. Ça, c'était pris d'avion. Donc ça, c'est la photo prise, waouh, génial, à travers le hublot, vous voyez. Voilà. Alors, les aurores, c'est un phénomène terrestre. Donc, ok, les aurores sont plus fortes quand il y a des tempêtes solaires, ça a été établi. Comment ça se passe, l'interaction entre le vent solaire et la Terre et son champ magnétique? Alors ça a été assez long à établir. Disons que les premiers travaux datent des années 1960, donc c'est pas tellement ancien dans l'histoire de la science. Il y a des chevaux là. Et j'attends qu'ils passent parce que ça me déconcentre. C'est trop bien. Bon, alors, si la Terre était dans le vide, je vous ai dit que ces lignes de champ seraient comme ça, très régulières. On aurait cette structure qui irait jusqu'à l'infini. Puis vous avez le vent solaire qui arrive, et le vent solaire, c'est des électrons. Il y a des ions aussi qui se propagent, hein, mais qui ne vont pas à la même vitesse, ils vont moins vite. Enfin, ils vont à peu près à la même vitesse, mais il y a des moments où quand ils vont rencontrer un obstacle, ils vont se comporter différemment. Les ions ont plus d'inertie, les électrons sont très légers, donc ils vont réagir très vite. C'est une balle de ping-pong, c'est les électrons, et puis un ballon de foot, c'est les ions, vous voyez. Donc, s'il y a un obstacle, ils ne vont pas réagir pareil. Et quand ils voient du champ magnétique, ils vont se dire « Ouais, chouette, une route, je vais la suivre ». Mais les électrons vont la suivre très vite, les ions vont mettre plus de temps. En gros, l'ion, pour qu'il change de direction, il va falloir quelques milliers de kilomètres. L'électron, ça va être la dizaine de kilomètres. Donc, il va y avoir des différences de vitesse entre les ions et les électrons. Et une différence de vitesse entre des ions entre des particules chargées positivement ou négativement, ça a un nom que vous connaissez bien, le courant électrique. C'est un courant électrique, c'est rien d'autre que ça. Un courant électrique, c'est des particules chargées positivement et négativement qui ne vont pas
à la même vitesse ou pas dans le même sens. Donc, les courants électriques ont la faculté de fabriquer leur champ magnétique. Si vous avez traîné au Palais de la Découverte dans les salles d'électromagnétisme qui n'existeront plus maintenant, vous avez pu voir des expériences où on fait circuler du courant électrique dans des tiges, et puis ça fait bouger des aimants, enfin des trucs comme ça. Voilà. Eh bien là, il se passe des choses comme ça, et quand le vent solaire voit le champ magnétique de la Terre, eh bien il va s'écouler le long de la Terre, mais les électrons et les ions se comportant différemment, ils vont créer un courant, et ils vont créer une surface, une espèce de surface qui va englober comme ça une région où à l'intérieur il y a du champ magnétique terrestre et à l'extérieur il y a le vent solaire. Alors le vent solaire a aussi son champ magnétique mais qui est plus faible. La ligne qui est ici, c'est une onde de choc. Ça veut dire que le vent solaire arrive beaucoup plus vite que toutes les ondes qui se propagent dans le vent solaire. C'est pas des ondes sonores, mais il y a des ondes des ondes radio, enfin, qu'on appelle des ondes d'Alven, des ondes magnétosonores, et le vent va plus vite que ces ondes. Et quand un objet va plus vite que les ondes, et qu'il y a un obstacle, il se passe des choses assez violentes, et pour que le fluide qui arrive soit dévié, il faut qu'il soit ralenti. Et en fait, il se forme une onde de choc qui va en fait ralentir le fluide. Donc là, le vent solaire arrive, je vous ai dit tout à l'heure, à 400, 600, 800 km par seconde. Et là, il va aller un peu moins vite. Et là, il va pouvoir échanger des tas d'informations sous forme d'ondes électromagnétiques avec le champ magnétique terrestre. Et en même temps, les électrons vont s'écouler comme ça. Et le champ magnétique qui sera fabriqué ici va déformer le champ magnétique qui est de ce côté et annuler celui qui est à l'extérieur. Le premier calcul de ça avait été fait par Chapman et Ferraro dans les années 30, un calcul très simplifié, mais en fait l'idée était bonne. Et donc vous avez une sorte de zone contrôlée d'un côté par le champ magnétique terrestre et de l'autre par le vent solaire. Donc c'est le vent solaire et la magnétosphère. Alors ce n'est pas sphère au sens de boule, c'est sphère au sens de région d'influence. Voilà, donc la Terre est ici, le Soleil est là, côté jour, ça c'est le côté jour, et ça c'est le côté nuit. Je vais parler tout le temps après de côté jour, côté nuit. Côté jour, la magnétosphère est très comprimée, elle fait en moyenne 60 000 km. En 1859, il y a eu un événement solaire très fort, elle est allée jusqu'à à peu près 25 000 30 000. Et puis des fois, quand c'est très calme, ça peut monter à 80 000. C'est une frontière qui bouge tout le temps et qui a des mouvements. Alors on a mesuré la vitesse de cette frontière dans tous les sens. Il y a des ondes qui se propagent, qui déferlent là-dessus, etc. Et c'est des propagations à 5 km par seconde, vous voyez. Donc en fait, la magnétosphère, c'est une machine molle. Là, ça a l'air très rigide comme ça, mais en fait, c'est mou. C'est une machine aussi qui est très légère. Le vent solaire, il va vite, mais il est très peu dense. Il y a typiquement 4-5 électrons par centimètre cube. Si bien que la masse de matière contenue là-dedans, où la densité est un peu du même ordre, eh bien c'est le poids d'une voiture. C'est 1 ou 2 tonnes. Si on part d'à peu près 1000 km au-dessus de la Terre jusque là. Donc c'est une zone où il y a extrêmement peu de matière, beaucoup de champs électromagnétiques, du magnétisme, mais cette matière va avoir quand même de l'influence. Voilà. Alors, bon, la magnétosphère intéresse les physiciens pour des tas de raisons que je vous passe. Maintenant, en essayant de comprendre les aurores, on est en train de dessiner un tableau, de décrire des régions qu'on ne soupçonnait pas, on va dire, au milieu du XXe siècle. Ce schéma de la magnétosphère, il a été commencé dans les années 60 et terminé au milieu des années 70, au début des années 80. Alors pourquoi ? Parce que pour voir comment c'est dans un endroit, il faut y être. C'est des endroits qui ne rayonnent pas. Alors ils rayonnent des ondes radio, mais les ondes radio, elles se propagent d'une façon complètement aberrante, en suivant les lignes de champ pour certaines, en ne les suivant pas pour d'autres, en faisant un mélange des deux. Enfin, quand on reçoit des ondes radio, on a un mal fou de savoir d'où elles viennent.
Donc on n'a pas d'image. Et on n'a pas d'image, donc on est comme un aveugle, et un aveugle sourd, parce que les aveugles, ils s'orientent au son. Là, c'est des aveugles sourds, donc tout ce qu'ils apprennent, c'est, voilà, ah, ben là, je suis là, puis là, il y a de la toile de jute. Voilà. Ben, la magnétosphère, c'est pareil. Donc il a fallu envoyer des satellites se balader partout là-dedans, et comme les satellites, ça coûte cher, puis qu'on n'est pas Elon Musk, ça a pris 20 ans, 30 ans. Enfin, Elon Musk était à peine né. Et puis au lieu de faire de la physique magnétosphérique, il regardait Star Trek. Il aurait mieux fait de faire de la physique magnétosphérique. Alors, en quelle année? En 57 ou 8, on avait une vague idée quand même de ça, de la magnétosphère. On ne savait pas du tout bien comment c'était là, mais là on avait une idée. Et en fait, le tout premier satellite qui a été envoyé dans l'espace, c'était un Spoutnik des Russes, qui n'avait aucun appareil de mesure. Juste une balise pour faire bip bip, pour dire ouais, on a été les premiers. Les Américains ont envoyé ensuite un satellite avec des appareils de mesure. Et en fait, il y avait un compteur Geiger. Un compteur Geiger, on peut voir ça comme un détecteur de particules très sommaire, pas du tout fin, mais qui dit ah ben il y a des particules de hautes énergies. Et alors d'ailleurs, c'était pour la petite histoire, c'était une fusée qui était destinée à être tirée en vol parabolique, comme ce que je vous ai montré là tout à l'heure, comme on tire à Poker Flag, on tire aussi depuis la Norvège. Et quand les Américains ont vu que les Russes avaient envoyé ça, ils avaient la technologie pour le faire, mais ils voulaient faire une mission un peu plus élaborée juste un bip-bip. Et là, ils ont été pris de court et ils ont pris l'équipement qu'il y avait dans cette fusée et ils l'ont envoyé dans l'espace. Et du coup, c'est pour ça que, quelque part, la première mission spatiale américaine, c'était une mission de physique orale. Et alors, elle a tourné dans ces régions-là, ici, là, et le compteur Geiger crépitait comme un dingue. Et comment il s'appelle Van Allen, le gars qui était qui était chef de l'expérience, quand il a entendu ça, il a dit « Oh my God, space is radioactive ». Et en fait, ce n'était pas de la radioactivité comme on l'entendait, mais dans les années 50, la radioactivité avec les histoires de guerre froide et de bombes atomiques, c'était un peu dans toutes les têtes. En fait, qu'est-ce qui se passait? Je vous ai dit tout à l'heure que quand vous avez des électrons qui se baladent le long des champs magnétiques, souvent, quand le champ magnétique devient fort, ils font demi-tour. Alors, pour qu'ils fassent demi-tour, il faut qu'ils aient une vitesse. Bon, ils peuvent avancer le long de la ligne de champ, mais il faut qu'ils aient une vitesse aussi perpendiculaire à la ligne de champ. Et dans ce cas-là, eh bien, ils vont faire des allers-retours comme ça. Donc, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des électrons qui sont capturés là-dedans, dans ces régions-là où les lignes de champ sont fermées aux deux bouts vers la Terre, et elles sont piégées. Et là, c'est des électrons, pas de 1 kilo électron-volt, mais de 100 kilo électron-volt ou 1 million d'électron-volts. Donc 100 à 1000 fois plus énergétiques. Et maintenant, on sait, c'est des particules en fait qui ont été capturées des rayons cosmiques. C'est un autre phénomène, ça n'a rien à voir avec le vent solaire, ni avec les aurores. Et ces particules, elles sont là, puis elles font des allers-retours, et elles peuvent rester piégées comme ça pendant des semaines, des mois. Lors de l'amitié franco-américaine, russo-américaine, où tout le monde faisait exploser des bombes partout, les Russes, aussi bien que les Américains, ont fait exploser des bombes dans l'ionosphère. Et en les faisant exploser, ils ont envoyé des électrons, puis ils ont regardé où ils allaient. Et ils ont envoyé des ions aussi, des ions qu'on ne trouve pas là dans la nature. Donc quand on les détectait avec des satellites, là je vous parle de la fin des années 60, quand on les détectait avec des satellites, tels ions, des métaux, etc., qui sont rarissimes dans la nature, on savait que c'était lié aux expériences atomiques. Ils mettaient même des métaux spéciaux comme signature de l'expérience qu'ils faisaient. Et ils se sont rendus compte que les électrons et les ions pouvaient rester piégés pendant 1 an là-dedans, dans les ceintures de radiation. Alors les ceintures de radiation, il y en a autour de la Terre,
dans les zones en bleu, là. Voilà. Il y en a autour de Jupiter. Sur Jupiter, elles sont méga costauds, très grandes, très puissantes. Voilà. Les aurores, au début, les gens se sont dit, ah ben voilà, on sait, c'est les ceintures de Van Allen, ces ceintures où sont piégés les électrons, qui fuient. Et quand elles fuient, ça fait des aurores. Et alors pourquoi est-ce qu'elles fuiraient plus quand il y a des tempêtes de vent solaire? Ben parce qu'on bouscule le truc, alors quand on bouscule un machin, il fuit, quoi. Vous voyez l'idée? Donc ça a été raconté tout de suite, ça a été très vulgarisé, et quand j'étais petit, c'est ce que je lisais dans les livres, c'est que les aurores étaient faites comme ça. En fait, c'est complètement faux. Et Van Allen s'en est rendu compte au bout de Van Allen et ses collègues, hein, parce qu'il n'était pas tout seul, s'en sont rendus compte assez vite. Parce que ces endroits d'électrons piégés, en fait, ils ne sont pas au-dessus des régions où on voit les aurores, ils sont à des latitudes plus basses, les nôtres. Donc en fait, quand ces régions fuient, c'est au-dessus de nous qu'elles tombent. Ensuite, c'est des particules qui sont beaucoup plus énergétiques que ce qui arrive dans les aurores. Ce n'est pas les bonnes. Et puis, aussi, ces particules, il y en a autant du côté jour que du côté nuit. Or, les aurores, côté jour, il n'y en a pas beaucoup. Et on le sait parce que, par exemple, on peut regarder pendant la nuit polaire. Pendant la nuit polaire, on voit, à midi, il fait nuit. Et on voit qu'il n'y a quasiment pas d'aurore pendant la nuit polaire. Donc, c'était pas ça. La deuxième explication, ça a été, ah bah oui, bien sûr, ça, c'est les ceintures de radiation, elles mènent leur petite vie, c'est un autre problème. Et il y a le vent solaire. Et donc ça, c'est dans les années 60-70. Quand on a commencé à dessiner ce schéma, on s'est rendu compte que la frontière de la magnétosphère, qu'on appelle la magnétopause, eh bien, elle a des trous au-dessus des pôles magnétiques de la Terre. Donc, le vent solaire peut rentrer en partie par ces trous. Donc, on s'est dit, le vent solaire rentre par ces trous, et c'est lui qui fait les aurores. Et là, ça tombe mieux parce que ces trous, ils sont au-dessus des latitudes. Si on suit les lignes de champ, comme le font les particules, on tombe sur les latitudes aurorales. Donc ça, cette explication, qui est également fausse, mais bon, il y a quand même des choses intéressantes dedans, mais elle est fausse. Je l'ai entendue à la télé quand je faisais ma thèse, etc. Et une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce bouquin, c'est parce qu'il fallait vraiment refaire la vulgarisation des aurores, parce qu'il y avait des idées qui avaient été vulgarisées trop tôt avant d'être validées, et qui s'étaient répandues dans le public. Là encore, il y a plusieurs contradictions. Là, l'énergie des particules qui arrivent ici, c'est 100 électronvolts. Les aurores, c'est 1000. Or, si elles suivent le champ magnétique, comme je vous l'ai dit, quand le champ magnétique augmente, elles sont ralenties, parfois même au point de faire demi-tour. Donc, elles devraient avoir une énergie plus basse. On voit effectivement, quand on observe en finesse, des aurores créées par des particules avec une énergie de 10 électronvolts, 10-30. Ça, c'est compatible avec cette explication. Donc, on a des aurores liées aux cornets polaires. Sauf que ces aurores, elles sont rouges, quasiment invisibles. En fait, il faut faire des pauses longues avec des caméras hypersensibles pour les voir. Ce n'est pas les beaux trucs qu'on va voir quand on fait un voyage. Une autre chose, c'est qu'encore une fois, ce système-là fait arriver les aurores plutôt du côté où il fait jour, alors que le meilleur moment pour voir les aurores, c'est entre 10h et 2h du matin. 10h du soir et 2h du matin. Donc, ce n'est pas encore le bon truc. Alors, la solution, elle comporte quand même en partie ce schéma. La magnétopause, la frontière de la magnétosphère, a des trous. Donc, il y en a effectivement au-dessus des pôles. Ça va, je ne vous perds pas, vous suivez l'histoire? Des fois, je me dis, je suis en train de faire un délire, puis ils sont en train de se dire, il est dans son monde et tout. Donc, elle rentre par là, et puis elle voit un champ magnétique qui commence à être costaud, et alors elles ralentissent, elles font demi-tour. Sauf que, je vous ai dit, la magnétosphère, c'est une machine molle. Donc, elles suivent leur chemin, le champ magnétique, et puis elles rebroussent chemin. Ah ouais, mais le chemin, il a changé. Oh, on est perdu, on ne retrouve plus la sortie. Donc, en fait, elles rentrent là, mais ça, c'est pas énorme. Ça s'appelle les cornets polaires, ce truc-là. C'est pas énorme. Et en fait, quand elles remontent, elles ne retrouvent pas la sortie et elles restent piégées dans la magnétosphère. Alors après, il y a tout un schéma de circulation qu'on peut décrire en faisant des calculs. Je vous ai dit qu'il y a des histoires de courant électrique, etc.
Et on peut établir un schéma de circulation de courant électrique qui fait que les particules vont faire le tour de la magnétopause comme ça, enfin en dessous de la magnétopause, dans cette région qu'on appelle le manteau. Et il faut voir le truc en 3D. Quand elles arrivent à peu près au niveau équatorial, là, il y a des lignes de champ qui vont dans un sens, là dans l'autre. Là, elles vont comme ça, elles sortent du pôle sud, elles reviennent vers le côté nord. Et là, il y a un endroit où le champ magnétique est très faible. Je vous ai dit que les champs magnétiques forts repoussent les particules, donc un champ magnétique faible, waouh, elles vont s'y mettre. Donc, en fait, naturellement, elles vont être dirigées dans cette région-là, équatoriale, qui est opposée au Soleil. Ça, c'est pas mal pour les aurores. Et qu'on appelle la couche de courant. Alors, on l'appelle la couche de plasma parce qu'il y a beaucoup d'électrons et d'ions qui s'y accumulent. Donc, cette matière, on appelle ça un plasma. On l'appelle aussi couche de courant parce qu'il y a un courant électrique qui circule dans ce sens-là. En fait, il y a un courant électrique qui circule comme ça, en 3D, perpendiculairement au dessin. Et pareil en dessous, comme ça. Et puis, on l'appelle aussi la couche neutre parce que sur le plan du champ magnétique, ben là, c'est une ligne neutre, c'est-à-dire que là, il n'y a pas beaucoup de champ magnétique. Et voilà. Et donc, vous avez, alors il y a d'autres endroits où ça peut fuir. Hein. Il y a des phénomènes qu'on appelle des phénomènes de reconnexion magnétique, où les lignes de champ du vent solaire vont se combiner avec les lignes de champ terrestres pour former en des endroits très petits des zones, des trous où le vent pourra s'engouffrer. Voilà, donc en gros, on a un bouclier, mais il y a quelques pourcents de matière du vent solaire qui rentre dans la Terre, dans l'environnement de la Terre, dans la magnétosphère, et qui, après un chemin qui leur prend quelques heures, s'accumule dans la couche de courant. Donc, il faut voir la couche de courant comme un sac qu'on va remplir, avec des électrons et les ions. Eh bien, ce sac, vous savez, un sac, quand on le remplit trop, soit il déborde, soit il craque. Et bien là, c'est ce qui va se passer. Et quand il va déborder, ça va donner un certain type d'aurore. Et quand il va craquer, ça va donner un autre type d'aurore bien plus sympa. Enfin, bien plus joli à regarder. Alors, j'en reviens un peu à la phénoménologie des aurores. Et quand je voyais les images montrées par Fabrice tout à l'heure, eh bien, je me disais, ah ouais, là, c'est phase de croissance, là, il a vu une phase de déclenchement-expansion, ensuite recouvrement, ah ouais, là, c'est une Westward Traveling Surge, enfin, bref. Quand vous faites un voyage d'aurore, vous voyez plein d'aurores. Alors, il y a des bouquins qui datent du début du XXe siècle où les gens faisaient toute une toponymie, enfin, donnaient des tas de noms, ils avaient des classifications d'aurores avec des tas de catégories, de sous-catégories. Ça n'a jamais servi à rien. Mais par contre, ce qu'avait fait Akazofu en mettant son réseau de caméras plein ciel dans tout le nord du Canada et de l'Europe et de l'Alaska, c'est qu'il a pu faire, parce qu'on n'avait pas les satellites à l'époque pour aller voir au-dessus, montrer une vision globale d'un phénomène auroral. Donc vous avez votre queue de la magnétosphère, là, la couche de courant qui se remplit de courant, de plasma. Et donc cette carte, c'est la Terre vue du dessus. Alors ça, là c'est le pôle magnétique, c'est pas le pôle géographique, hein, c'est le pôle magnétique. Et là vous avez un cercle à 80 degrés de latitude, 70 et 60 degrés de latitude magnétique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le soleil est en haut sur cette carte. Donc là, c'est le côté nuit en bas. Voilà. Et donc là, c'est le matin et là, c'est le soir. Et ce que vous pouvez observer pendant parfois des heures, c'est des aurores tranquilles qui traversent tout le ciel. Il y a un arc, deux arcs, trois arcs. Et je pense que le time-lapse qu'a montré Fabrice au début, c'était ça. Ça veut dire qu'il a fait un time-lapse parce que vous aviez des aurores qui traversaient le ciel, qui étaient raisonnablement brillantes, mais qui ne bougeaient pas beaucoup, qui dérivaient un peu certainement, et dérivent à peu près 1 km par seconde. Et voilà, ça c'est
le sac qui est rempli et qui commence à fuir. Vous voyez? Donc il y a des électrons qui sont accumulés dans la couche de courant, et à un moment, bon, il y a des phénomènes sur lesquels je vais revenir, qui font que ça commence à fuir, et il fuit en suivant les lignes de champ magnétique, et il tombe dans cette région. Il y en a un peu côté jour, mais surtout côté nuit. Et puis, à un moment, ça s'intensifie, ça commence à fuir de plus en plus, et à un moment, le sac craque. Alors, c'est ce qu'on appelle la phase de déclenchement. Alors, quand on est en dessous, savoir si c'est déclenchement ou expansion, on ne peut pas le savoir, il faut avoir une vue globale, parce que ce qu'on voit, les aurores, localement, c'est les mêmes. C'est des aurores très dynamiques. C'est là où il vous a montré des aurores très brillantes, avec plein de trucs qui se passent à l'intérieur des arcs, très structurés. C'est là où il vous a montré du film en temps réel. Et puis, donc, ça se déclenche quelque part, en général. Et vous avez une espèce de vague comme ça qui se fait et qui se propage vers l'ouest. Et il y avait un moment où on voyait une aurore comme ça, qui était complètement repliée sur elle-même et qui se déplaçait lentement. Et je pense que c'était ça. Et après, vous avez la phase où en fait, tout le côté nuit est plein d'aurores, avec des petits arcs dans tous les sens, etc. Côté matin, des arcs tout petits, tout morcelés, et des arcs plus structurés, avec des espèces de trucs en spirale comme ça qui vont vers l'ouest, côté soir. Et puis ça, la fête comme ça peut durer 10 minutes, une demi-heure, avec un capé de 8, ça peut peut-être durer 1 heure. Et puis ensuite, il y a une phase de recouvrement où les aurores sont morcelées, moins brillantes. Il y en a toujours beaucoup, mais elles sont beaucoup moins brillantes. Et c'est à ce moment-là, généralement, qu'on voit des aurores pulsantes. On n'en voit pas à chaque fois, mais c'est souvent dans cette phase de recouvrement. Qu'est-ce qui se passe ? Le sac de plasma qui était le côté nuit, là, c'est à peu près vidé. Et donc, voilà, on finit, on secoue le sac. Alors, je vais vous montrer un peu comment ça se passe en regardant... Ah oui. Ça, c'est ce que je vous ai montré là, le dessin, c'est le dessin historique de Akazofu, mais qui n'est pas démenti. C'est le fonctionnement standard d'une suite aurorale. C'est cette succession de phénomènes, on appelle ça un sous-orage magnétique. Alors, sous-orage, c'est pour des raisons historiques, parce qu'il y a aussi des orages magnétiques, mais un sous-orage peut exister en l'absence d'orage. Donc voilà. Donc vous avez ici ce qui a été confirmé par satellite, le dessin de Sonichi Akazofu. Ici avec des aurores calmes, donc ça c'est la phase de croissance. Et puis là, vous avez le déclenchement et l'expansion d'une aurore qui peut ensuite s'étendre fortement. Et ensuite, une phase de recouvrement où elle s'affaiblit progressivement, mais il y a des aurores un peu partout. Alors, là, j'ai représenté la magnétosphère, mais à une autre échelle. La Terre est là. Là, il y a 60 000 km. Donc, vous voyez, le côté nuit de la magnétosphère, c'est très étendu. On dit souvent que ça a les proportions d'une comète. Là, ce serait la coma, puis là, ce serait la queue. Et la couche de plasma va très loin. Elle va à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre. Plus loin que la Lune. Si bien que des fois, quand la Lune passe dans la magnétosphère, quand elle est balayée, on peut le mesurer. Bon. Et donc là, vous avez la phase de croissance où vous rajoutez des électrons qui ont été pris au vent solaire, qui sont rentrés dans la magnétosphère par accident et qui restent accumulés ici. Et alors, en fait, ces électrons, plus ils sont nombreux, plus ils intensifient le courant qui circule là. Et ce courant, il a la caractéristique d'augmenter le champ magnétique, de rendre les lignes de champ beaucoup plus étirées, le champ magnétique beaucoup plus fort, et de réduire l'espace où sont stockées les particules. C'est-à-dire que les particules se stockent dans un espace, et plus elles sont nombreuses, plus elles réduisent l'espace où elles sont. Vous voyez que ça, c'est pas très sain. On sent que ça va péter. Enfin, ça va craquer, pardon. Et donc ça dure 1 à 3 heures. Et voilà un arc typique. Là, ça, c'est une voiture qui faisait une marche arrière. Mais ça donne une idée du rouge. On connaît bien le rouge des voitures. Donc, je trouvais que c'était pas mal.
Voilà. Alors, le moment où les choses commencent à craquer, c'est le moment du déclenchement. Donc, il y a un moment ici où, en fait, les lignes de champ qui étaient bien parallèles, enfin antiparallèles de chaque côté de la couche de courant, vont se rapprocher. La couche du courant devient tellement fine que les deux parties là qu'on appelle les lobes commencent à interagir et le champ magnétique peut se recombiner. Et en fait, on peut faire des lignes de champ qui, au lieu d'aller loin comme ça et revenir là, reviennent ici. C'est-à-dire que vous allez faire une ligne comme ça et puis une ligne qui se connecte ici. La ligne qui se referme ici va envoyer le plasma vers l'espace. Et la ligne qui se referme ici, ensuite, on dit qu'elle se dipolarise, elle va envoyer le plasma comme ça. Et en voyant le plasma comme ça, le long toujours des lignes de champ, elles vont fabriquer des aurores. Et alors là, ce genre de phénomène qu'on appelle la reconnexion magnétique a le chic pour accélérer les particules. Donc les particules, là, quand elles sont là-dedans, elles ont une énergie à peu près de la centaine d'électronvolts. Lors d'un phénomène comme ça, elles vont être accélérées à quelques centaines d'électronvolts. Après, quand elles vont se rapprocher ici, il y a encore des phénomènes d'accélération que j'avais étudiés pendant ma thèse, qui vont encore multiplier leur énergie par un facteur 10. Mais bon, on ne va pas en parler, c'est technique, et puis c'est... Bon, enfin bref, on n'a pas le temps. Et voilà, donc ça peut craquer ici, mais ça peut aussi craquer plus près. Ça peut craquer ici, et c'est par deux phénomènes différents. Alors, du point de vue de l'histoire des sciences, c'est assez intéressant. J'étais dans un labo où le gourou du labo avait été co-inventeur de la théorie de ça, de ce phénomène-là, qui s'appelle l'instabilité de déchirement, tearing mode instability. Et puis, donc, il avait fait le truc dans les années 70, c'était René Pella, qui était président du CNRS après d'ailleurs, et du CNES et du CEA. Et donc, il avait clamé partout, ça y est, c'était résolu. Et puis ensuite, il a recruté un autre thésard pour étudier un petit effet du champ magnétique qui montrait qu'en fait, son truc, ça ne marchait pas si bien. Et ensuite, il a passé, après avoir clamé que tout se passait comme ça, il a convaincu tout le monde. Et après, il a eu un mal fou à convaincre les collègues que non, en fait, ça ne se passait pas comme ça. Dans le labo où j'étais, on étudiait, enfin, pas moi, mais moi j'étudiais là, il y a des gens qui étudiaient comment ça peut se déclencher ici. Et donc, il y a eu deux écoles avec une instabilité qui s'appelle le mode ballooning, qui est un peu l'instabilité du verre renversé, enfin, quand il y a un gradient de pression qui n'est pas dans le bon sens, enfin, il y a des trucs qui tombent, etc. Donc, il y avait deux écoles, et qui disaient, ben non, les aurores sont déclenchées là, d'autres qui disaient, elles sont déclenchées là. Ils se sont tapés les uns sur les autres dans les colloques, évidemment pas physiquement, hein, mais dans les articles, etc. Et ils se sont bien disputés, et chacun avait des bons arguments. On trouvait des aurores qui avaient les bonnes caractéristiques dans les deux cas. Et puis, dans les années 2010, on envoyait une sonde qui s'appelait Thémis, la déesse de la justice, avec son épée qui devait trancher. L'idée, c'est qu'elle tranchera entre les deux théories. Et Thémis a tranché. Les deux avaient raison. Voilà. Donc, les aurores en fait, sont déclenchées, dans leur phase de très grande activité, par plusieurs types de phénomènes différents. La nature n'a pas toujours une seule cause pour un seul effet. Donc, c'est à ce moment-là, quand il y a ces instabilités qui se produisent dans la queue, que vous avez des aurores qui commencent à devenir intéressantes à regarder. Là, vous voyez, c'était la lumière qu'on voit là, c'est la pleine lune. Donc, c'était pendant une nuit de pleine lune, on voyait très bien l'aurore. Alors, c'est à ce moment-là qu'on voit toutes les aurores avec des zigzags, le grand spectacle, etc. Et puis la phase de recouvrement, c'est quand on a vidé le sac. Et en fait, le champ magnétique se reconfigure différemment quand il y a beaucoup de plasma dedans ou pas. Voilà. Donc, ça, c'est le cycle d'un phénomène auroral. Alors, tout l'ensemble là que je vous ai décrit, ça prend 3 heures typiquement. Maintenant, quand vous êtes avec un vent solaire calme, vous aurez toutes les 3 heures
c'est pas régulier, hein, c'est pas périodique. Il peut y avoir des journées sans et des journées avec plusieurs. Mais vous aurez typiquement un ou deux sous-orages par nuit. Pas forcément très fort. Mais maintenant, quand il y a une grosse tempête solaire qui arrive sur la Terre, elle va vraiment appuyer très fort sur la magnétosphère, la comprimer. Et cette compression va engendrer des phénomènes qui vont durer 3 jours. Le temps que ensuite la magnétosphère reprenne sa configuration normale, il y a à peu près 3 jours de phénomènes où il y a beaucoup de sous-orages magnétiques. Donc en fait, au 19e siècle, enfin plutôt au milieu du 20e siècle, parce qu'au 19e siècle, les idées étaient très naïves et pas prouvées, au milieu du 20e siècle, on croyait que les aurores étaient dues que aux orages magnétiques, parce que les gens les étudiaient surtout depuis la France, enfin depuis l'Angleterre, la France, tout ça, et voyaient des aurores chez eux quand il y avait des perturbations très fortes. Mais après, il y a eu des instituts qui ont étudié les aurores dans les régions septentrionales, et on a vu qu'en fait c'était un phénomène quotidien. Donc les sous-orages magnétiques sont devenus indépendants des orages magnétiques. Mais quand vous avez un KP8, ça veut dire des fortes perturbations magnétiques qui font des aurores comme ce que vous a montré Fabrice, eh bien, c'est que vous avez eu une tempête solaire qui a mis la pagaille pendant environ 3 jours. D'ailleurs, je crois que les films qu'il a montrés, c'était sur plusieurs nuits d'affilée. Ça correspond bien à un orage. Maintenant, vu les dates qu'il a données, on remonte les archives, on verra bien, hein, mais c'est sûr. Voilà. Donc, j'ai presque terminé. Ouais. Ouais. Les ingrédients pour faire des aurores, c'est du vent solaire, un champ magnétique et une haute atmosphère. La haute atmosphère, c'est l'écran pour faire la lumière. Le champ magnétique et le vent solaire, vous avez vu pourquoi. Donc ça, c'est les planètes du système solaire qui ont un champ magnétique. Elles sont toutes dans le vent solaire de la Terre. Mais plus on est loin du Soleil, plus le vent est faible, il est moins dense. Ouais, j'ai fini. Et donc, ça explique pourquoi, comme on a ces 3 ingrédients, on a des aurores. Jusqu'à présent, on connaît très bien les aurores de Jupiter, les plus puissantes, celles de Saturne, celles de la Terre. On en a vu sur Uranus. Sur Neptune, on n'en a pas encore vu. On ne sait pas s'il y en a. Parce que le vent solaire est très très faible. Voilà, je vous remercie. Il a fallu 50 ans pour comprendre comment ça marche, en fait. Il a fallu 50 ans parce qu'il fallait aller sur place, dans l'espace, pour mesurer les phénomènes et comprendre comment c'était fait. Entre le début des installations des caméras en 60 et en 2012. Ouais. Il n'y a pas d'imagerie. Bon,